au lieu de représenter la politique comme une ligne gauche-droite, il la représente comme un espace triangulaire. Dans ce triangle, le pôle de gauche correspond à l'utopie égalitaire, le communisme au sens large, ou, disons, la croyance que les inégalités sont mauvaises en soi et qu'il faut les abolir. Un autre pôle, en haut à droite, correspond à l'individualisme propriétaire. C'est l'idée que la liberté de l'individu et la propriété sont premières, et que l'ordre doit émerger d'échanges et de responsabilités individuelles. Et on a un troisième pôle, en bas à droite, qui correspond à l'absolutisme. C'est l'idée que l'ordre repose d'abord sur l'autorité, sur la hiérarchie, sur la souveraineté, parfois au détriment de la liberté individuelle. Et maintenant, regardez ce qui apparaît à l'écran. La gauche se place assez naturellement du côté du pôle utopiste et communiste, alors que la droite n'occupe pas un seul coin. Elle se déploie entre les deux autres. Il y a une droite plutôt individualiste libérale et une droite plutôt autoritaire hiérarchique. Et ces deux droites peuvent s'opposer violemment. Mais ce triangle permet surtout d'introduire une idée décisive, que vous avez peut-être comprise immédiatement en regardant le schéma, à savoir que le clivage gauche-droite moderne naît d'une subversion du pôle clérical ou religieux. Car dans les sociétés européennes traditionnelles, les trois ordres, clergé, noblesse, tiers-état, ne sont pas seulement une structure sociale, ils correspondent aussi à trois fonctions de stabilisation. Le clergé, dans l'idéal, oriente vers le haut. Il fixe des normes, canalise les passions, rappelle les limites. En un mot, il donne une légitimité métaphysique et une discipline morale. La noblesse, elle, assure la fonction de commandement et de protection. Et le peuple, les communs, assure la continuité organique, la reproduction, la vie concrète. Or, ce que soutiennent plusieurs néo-réactionnaires, c'est que la modernité n'a pas fait reculer la religion, comme on le dit souvent un peu vite. Elle a plutôt remplacé le clergé traditionnel, en l'occurrence le clergé catholique, par un autre clergé. La modernité conserve la fonction cléricale, le monopole du sens, le monopole de la morale, le monopole de l'excommunication aussi. Elle conserve donc la fonction cléricale, mais la modernité la transfère à un clergé séculier. Et c'est exactement ce que Curtis Yarvin appelle la cathédrale. C'est pour cela que son nom fait référence à une réalité religieuse traditionnelle. Vous l'aurez compris en effet, j'espère, Yarvin ne dit pas que les universités et les médias sont influents par accident. Il dit qu'ils jouent le rôle d'une église informelle. Ils produisent l'orthodoxie du régime. Ils définissent le respectable, le disciple, le moral et fabriquent le consentement. C'est un clergé sans soutane, mais un clergé tout de même. Et Yarvin ajoutait un élément généalogique important dont je n'ai pas parlé. Selon lui, ce clergé moderne ne sort pas de nulle part, il serait l'héritier lointain d'une culture politique et morale puritaine, d'inspiration calviniste, qui a laissé dans le monde anglo-saxon une empreinte durable. Obsession de la pureté, de la rectitude, de l'examen de conscience, de la culpabilité, et surtout de la séparation entre les élus et les damnés. Simplement, le contenu a changé. Ce n'est plus la foi qui sauve, c'est l'adhésion au bon dogme politique. Ce n'est plus le péché religieux qui damne, c'est la faute morale moderne, comme le racisme, le sexisme, la transphobie, etc. Mais le mécanisme, lui, reste étonnamment similaire. C'est une culture de la purification, de l'accusation et de l'excommunication recyclée dans le langage du progrès. Et c'est pour cela que le mot « cathédrale » est en fait très bien choisi. Il ne désigne pas seulement une élite intellectuelle, il désigne une structure de sacralisation. Et si l'on accepte cette lecture, alors le clivage gauche-droite prend un sens nouveau. Il est l'effet historique d'un basculement très concret. Le pôle clérical, au lieu d'orienter et de modérer, serait entré en rébellion et s'est transformé en pôle utopiste égalitaire. Je ne vais pas m'attarder sur cette subversion du pôle religieux, cela pourrait faire l'objet de très longs exposés différents, et au fond c'est un thème auquel nous sommes déjà très familiers à droite, et les débats sont féroces et âpres sur la responsabilité ou non du christianisme dans cette affaire. Pour Nietzsche, on le sait, le christianisme portait en son germe la racine même de cette subversion. Et c'est, je crois, l'opinion de Spandrell également, qui, si je ne m'abuse, souhaiterait même une nouvelle religion pour les Européens. Mais il y a aussi des catholiques,
qui reconnaissent une certaine filiation entre les utopies progressistes et le christianisme, mais en y voyant une déviation. Ce sont les fameuses vertus chrétiennes devenues folles de Chesterton. Mais dans cette optique, il ne s'agit pas d'abandonner le christianisme, mais plutôt de retrouver l'ordre catholique qui donnait du sens à ces vertus. C'est aussi la position de Marcel de Corte, dont j'avais parlé sur ma chaîne il y a plusieurs années. Je vous renvoie à cette vidéo. Quoi qu'il en soit, la cathédrale apparaît aux néo-réactionnaires comme une dysfonction pathologique de la trichotomie. L'Église a été subvertie par la cathédrale, si je puis dire, et ne sert plus sa fonction prévue. Elle tente de tirer la politique vers le nouveau dieu du progrès qui est l'égalité. Et ayant dévié de son but normatif initial, à savoir promouvoir le christianisme, le pôle religieux est rejeté par les deux autres pôles, ce qui recrée la division gauche-droite telle qu'elle existe aujourd'hui. Or, vous voyez sur ce schéma que la dissymétrie est réelle entre la gauche et la droite. La cathédrale, opérant comme clergé, s'oppose aux capitalistes et aux nationalistes. Nous nous trouvons ainsi dans une situation intéressante. La gauche est unipolaire et la droite est dipolaire. La gauche est ainsi plus organisée et plus concentrée que la droite, parce que le côté gauche de l'axe converge vers une singularité. Les gens à l'extrême gauche ont plus de chances d'être d'accord entre eux que les gens du centre-gauche. C'est pourquoi les modérés du centre-gauche sont inexorablement tirés vers la gauche, en raison de l'action focalisée de l'extrême gauche. La droite, elle, diverge en composantes opposées. Notez qu'il y a en réalité autant de distance entre les deux pôles extrêmes de la droite qu'entre chacun d'eux et l'extrême gauche. C'est pourquoi les gens de droite se disputent autant, surtout quand ils deviennent plus à droite encore. Pour les anarcho-capitalistes, les monarchistes et les nationalistes sont des gauchistes, parce que le contrôle étatique sur la liberté et l'économie leur apparaît comme intrinsèquement de gauche. Pour les monarchistes et les nationalistes, les libéraux sont à gauche aussi, dans la mesure où ils sapent la nation. Les deux camps, comme je l'ai dit, pensent être la vraie droite et s'entretuent, tandis que la gauche, elle, n'a pas de problème à identifier les deux autres pôles comme également de droite. Ce modèle tripolaire plutôt que dipolaire permet de cartographier de manière plus fidèle les forces idéologiques qui sont en jeu dans la civilisation occidentale. Regardons cela rapidement. Comme je vous l'ai dit, nous avons les trois pôles, communisme, individualisme et absolutisme. Entre le pôle communiste, pour qui la compétition est cruelle et doit être abolie par un monopole d'État, et le pôle individualiste, pour qui la liberté humaine détachée de toute forme de collectivisme est la valeur suprême, entre ces deux pôles, on a l'idéologie républicaine moderne, celle qui est née en France à la suite de la Révolution française par exemple. La devise « liberté, égalité, fraternité » a souvent été dénoncée comme intrinsèquement contradictoire par de nombreux auteurs, l'égalité mangeant la liberté, mais l'explication vient du fait que le républicanisme se trouve à la croisée des deux pôles, l'un situé à gauche et l'autre à droite. Et c'est aussi pourquoi la République oscille sans cesse dans son histoire entre la gauche et la droite, car elle porte ces deux tendances contradictoires en elle. Entre le pôle libéral-individualiste ensuite et le pôle dit absolutiste, on trouve les idéologies de type darwinienne, pour lesquelles la compétition entraîne le progrès, avec récompense des plus forts et nécessité pour les plus faibles de se réinventer ou de disparaître. Et entre le pôle communiste et le pôle absolutiste, on a les idéologies totalitaires. Du côté gauche, on a le stalinisme, du côté droit, le fascisme. Là encore, ce schéma permet de répondre à l'éternelle question débattue à droite, quant à savoir si le fascisme était de gauche ou de droite. Le fascisme est clairement à droite du triangle, mais il est aussi loin des libéraux que le communisme stalinien l'est. Et c'est pourquoi les libéraux ont tendance à dire que les fascistes sont de gauche. Alors que, certes, les fascistes partagent avec les communistes l'idée totalitaire que les objectifs de l'État sont supérieurs en toutes circonstances à la liberté humaine, mais les objectifs fascistes sont de droite, alors que les objectifs communistes sont de gauche. Alors la question que vous vous posez peut-être néanmoins, c'est de savoir si ce schéma implique un plan d'action particulier pour la droite. Et en toute franchise, je ne sais pas. Je ne crois pas que ces deux pôles de droite puissent fusionner pour imiter la gauche et tirer plus efficacement la société à droite. Il existe des différences fondamentales entre l'individualisme et l'absolutisme, pour reprendre ce vocabulaire, qui empêchent toute unification cohérente entre les deux. Au moins peuvent-ils peut-être rester stables et concentrer leur effort contre la gauche
plutôt que de se taper dessus afin de ralentir la descente. Mais fondamentalement, s'il faut prendre ce schéma et cette trichotomie au sérieux, sans doute l'enjeu réside-t-il dans une restauration du pôle religieux. Après tout, c'est sa perversion qui a provoqué cet effet de cliquet dégénératif.